Alors nous venons de voir dans les 3 sections de ce chapitre par qui les jugements en matière pénale pouvaient être rendus, comment les affaires étaient instruites, comment elles sont jugées. Maintenant, nous allons nous placer en aval de la décision et voir comment les peines qui ont été prononcées vont être exécutées. Ce qui nous conduit à voir dans une section 4 les juridictions de l'exécution des peines. Pour leur rôle, il faut savoir ici que la sanction pénale, de manière générale, a 3 fonctions. Elle a d'abord une fonction dissuasive, qui est liée au caractère exemplaire de la peine. Elle a ensuite une fonction d'élimination, puisque la société se protège du délinquant en l'emprisonnant. Et puis enfin, elle a aussi, troisièmement, une fonction de réadaptation sociale. L'idée étant ici que la meilleure défense de la société consiste à corriger le comportement des délinquants et à leur permettre une réinsertion sociale. On est ainsi passé de la simple répression pénale au traitement pénal du délinquant. Et ce traitement pénal suppose une individualisation de la peine. Individualisation de la peine qui peut avoir lieu à 2 stades. D'une part, lors du prononcé de la peine, et d'autre part, lors de son exécution. Lors du prononcé de la peine, tout d'abord. Là, les juridictions ont la possibilité de déterminer la peine en fonction de la personnalité de l'auteur de l'infraction. S'agit-il d'un primo-délinquant ou s'agit-il tout au contraire d'un multirécidiviste? Or, l'emprisonnement, ce qu'on appelle pudiquement le traitement pénal en milieu fermé. L'emprisonnement n'est pas nécessairement la sanction la plus protectrice de la société, car il présente un inconvénient majeur. L'emprisonnement favorise la récidive. En outre, il ne faut pas perdre de vue le fait que les prisons françaises sont surpeuplées. Ainsi, au 1er septembre 2013, on pouvait dénombrer 67 088 détenus, alors qu'il y avait seulement 57 473 places au sein des centres de détention. Ce qui fait 10 000 de trop par rapport au nombre de places. Il faut remarquer ici qu'un projet de loi a été adopté en Conseil des ministres le 23 novembre 2011 à ce propos, et qu'il prévoyait de porter le nombre de places à 80 000 d'ici à la fin de 2017. Et on prévoyait également de recruter 120 magistrats supplémentaires pour l'exécution des peines. Pour l'instant, on en est très loin. Et le législateur, pour l'instant, a seulement donné aux juridictions la possibilité de prononcer d'autres peines que l'emprisonnement, ce qu'on appelle le traitement pénal en milieu ouvert. Par exemple, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement avec un sursis assorti d'une mise à l'épreuve. Ce qui veut dire que dans ce cas, des obligations sont mises à la charge du condamné, comme par exemple celle de réparer le dommage causé ou d'effectuer un travail d'intérêt général. Il doit respecter ses obligations, à défaut, le sursis est révoqué et la peine d'emprisonnement s'applique. Lors de l'exécution de la peine à présent. Lors de l'exécution de la peine, le principe d'individualisation de la peine veut que celle-ci puisse varier en fonction du comportement ultérieur de la personne condamnée. Si le condamné donne des gages de réadaptation sociale, il pourra bénéficier d'un certain nombre de mesures telles que des réductions de peine, des permissions de sortie, voire même une libération conditionnelle. Seulement, dans toutes ces hypothèses, l'individualisation de la peine suppose un examen et un
contrôle du comportement de la personne condamnée. Il faut contrôler le comportement de la personne qui a été condamnée avec sursis, avec un sursis assorti d'une mise à l'épreuve, de la même manière qu'il faut contrôler le comportement de la personne qui est détenue pour savoir si elle mérite ou non de bénéficier d'une réduction de peine. Ce contrôle, il est effectué par les juridictions de l'exécution des peines. Des juridictions qui ont beaucoup évolué, notamment au cours des dernières années. En effet, de 1958 jusqu'à la loi du 15 juin 2000, il n'y avait qu'une seule juridiction qui était compétente en matière d'application des peines, et c'était le juge de l'application des peines. La loi du 15 juin 2000 y a ajouté ce qu'on appelait alors les juridictions régionales de la libération conditionnelle. Compétentes, comme leur nom l'indique, en matière de libération conditionnelle au premier degré, et au second degré, on avait créé une juridiction nationale de la libération conditionnelle. Et puis enfin, une nouvelle réforme, une loi du 9 mars 2004 a supprimé ces juridictions de la libération conditionnelle et elle a créé à la place des tribunaux de l'application des peines, avec en même temps des chambres de l'application des peines au sein des cours d'appel. Alors nous allons de ce fait nous intéresser ici successivement au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines et aux chambres de l'application des peines. Enfin, nous compléterons ce panorama par deux créations plus récentes. Le juge délégué aux victimes, qui lui est issu d'un décret du 13 novembre 2007, et la juridiction régionale de la rétention de sûreté, prévue par une loi du 25 février 2008. Voyons tout d'abord, dans un premier paragraphe, les juridictions de l'application des peines du premier degré. La première de ces juridictions, c'est le juge de l'application des peines, qui a été institué par le Code de procédure pénale en 1958. C'est un magistrat du tribunal de grande instance, désigné pour exercer cette fonction par un décret du garde des Sceaux. Et il existe au moins un juge de l'application des peines par TGI, au moins un, puisque, par exemple, en 2011, on comptait 375 juges de l'application des peines. Alors, quelles sont exactement ces attributions? Il faut ici distinguer selon que la personne condamnée est en liberté ou selon qu'elle est détenue. Prenons tout d'abord le cas des condamnés en liberté, c'est-à-dire de personnes ayant bénéficié d'un sursis assorti d'une mise à l'épreuve ou d'anciens détenus ayant bénéficié d'une libération conditionnelle. Dans ce cas, le rôle du juge de l'application des peines va consister, premièrement, à contrôler le fait que le condamné respecte bien les obligations mises à sa charge. Ensuite, deuxièmement, à aménager en cas de besoin les dites obligations. Et enfin, troisièmement, à sanctionner le condamné qui n'exécuterait pas ses obligations, par exemple en révoquant le sursis. C'est une tâche qui est tout à fait gigantesque. Au 1er janvier 2012, le traitement pénal en milieu ouvert concernait 173 063 personnes. Donc si vous rapportez ce nombre au nombre de juges de l'application des peines, vous comprendrez facilement que la tâche est gigantesque. Alors pour effectuer cette tâche, le juge de l'application des peines est assisté par des travailleurs sociaux, des agents de probation, qui doivent lui adresser tous les 6 mois un rapport sur le comportement des condamnés dont ils ont la charge. Mais il faut savoir que pour un agent de probation, il y a environ une centaine de personnes condamnées, donc là aussi, la tâche en pratique est tout à fait gigantesque. S'agissant maintenant
des condamnés qui sont détenus. Le juge de l'application des peines doit d'abord contrôler les conditions de leur détention. Il doit ensuite prendre les mesures nécessaires à l'individualisation de leur peine. Par exemple, en refusant ou en accordant au condamné une réduction de peine, en lui accordant un régime de semi-liberté, ou bien en décidant sa libération conditionnelle. Notons au passage que jusqu'au 1er janvier 2012, le juge de l'application des peines ne pouvait décider à la libération conditionnelle d'un détenu que si celui-ci avait été condamné à une peine inférieure ou égale à 10 ans. Ou si, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de la détention restant à subir était inférieure ou égale à 3 ans. Dans les autres cas, la décision de libération conditionnelle ne pouvait être prononcée que par le tribunal de l'application des peines. Tribunal de l'application des peines qui est composé d'un président de chambre et de 2 assesseurs qui sont désignés par le premier président de la cour d'appel parmi les juges de l'application des peines situés dans le ressort de la cour d'appel. Sachant qu'il y a au moins un tribunal de l'application des peines par cour d'appel, éventuellement il peut y en avoir plus, leur nombre variant en fonction des besoins. Mais ce partage des prérogatives entre juge de l'application des peines d'un côté et tribunal de l'application des peines de l'autre, ce partage a évolué avec la loi du 10 août 2011. En effet, depuis le 1er janvier 2012, lorsque la peine prononcée est supérieure à 5 ans, et non plus 10 ans, ou si, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à 3 ans, et non plus 3 ans. À 2 ans, pardon, et non plus 3. Eh bien, dans ce cas, les décisions de libération conditionnelle, ainsi que les mesures d'individualisation des peines qui sont accordées à titre probatoire dans la perspective d'une libération conditionnelle, toutes ces décisions sont de la compétence exclusive d'un tribunal de l'application des peines, composé non seulement de son président et de 2 magistrats professionnels, mais aussi de 2 citoyens assesseurs. Enfin, il faut noter que lorsque les condamnés sont mineurs, les fonctions du juge de l'application des peines sont exercées par le juge des enfants et les fonctions du tribunal de l'application des peines par le tribunal pour enfants. Alors nous venons de voir ici dans ce paragraphe que les décisions relatives à l'application des peines, elles sont prises au 1er degré, selon les cas, soit par des juges de l'application des peines, soit par des tribunaux de l'application des peines. Maintenant, dans les deux cas, l'appel se fait devant la même juridiction du second degré. Paragraphe 2. La juridiction de l'application des peines du second degré. Depuis le 1er janvier 2005, il n'y a plus dans notre droit qu'une seule juridiction du second degré en la matière, qu'on appelle la chambre de l'application des peines, qui est une chambre spécialisée de la cour d'appel, composée d'un président de chambre ainsi que de 2 conseillers. Notons au passage que depuis le 1er janvier 2012, l'appel des jugements du tribunal de l'application des peines doit être formé devant une chambre de l'application des peines, mais que dans ce cas, elle doit comprendre 2 citoyens assesseurs en plus des 3 magistrats. Nous allons maintenant en terminer en voyant 2 juridictions très particulières et plus récentes. Tout d'abord, paragraphe 3, le juge délégué aux victimes. Le juge délégué aux victimes, il a été créé par un décret du 13 novembre 2007. Il s'agit d'un magistrat du tribunal de grande instance et plus particulièrement, il s'agit du magistrat du tribunal de grande instance qui a été désigné par l'Assemblée générale de ce TGI
pour présider la commission d'indemnisation des victimes. Alors qu'est-ce que c'est que cette commission? Cette commission a été créée par une loi du 6 juillet 1990 pour assurer l'indemnisation par l'État du préjudice subi par une victime lorsque cette victime ne peut pas obtenir de la part de l'auteur du dommage une indemnisation effective. Et cela dans l'hypothèse où a été commise une infraction pénale particulièrement grave. Par exemple, une infraction ayant entraîné au moins une incapacité totale de travail de 3 mois. Les attributions juridictionnelles de ce juge délégué aux victimes sont extrêmement réduites. Il a pour seul rôle de statuer sur l'action civile de la victime d'un délit dans le cas où le tribunal correctionnel n'aurait pas pu le faire dans son jugement sur l'action publique et qu'il a renvoyé la question de l'indemnisation de la victime à une audience ultérieure. Donc, on a bien une attribution juridictionnelle, mais elle est de faible importance. Pour l'essentiel, ces attributions sont des attributions, disons, d'administration judiciaire, et elles consistent à défendre les intérêts de la victime en saisissant le juge de l'application des peines à la demande de la victime lorsque le condamné ne respecte pas les obligations qui ont été mises à sa charge ou lorsqu'il semble nécessaire de compléter ces obligations. On voit donc que ce juge délégué aux victimes, eh bien, a plus un rôle, entre guillemets, d'assistante sociale plutôt qu'un véritable rôle de juge. Enfin, dernière juridiction que nous allons ici évoquer, voyons dans un paragraphe 4, la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Il faut savoir ici qu'une loi du 25 février 2008 a prévu que pour une personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à 15 ans, et cela pour un des crimes particulièrement graves qui sont énumérés par l'article 706-53-13 du Code de procédure pénale. Par exemple, de tels crimes, il s'agit de torture, d'actes de barbarie, de viol, séquestration, meurtre aggravé, etc. Eh bien, dans ces hypothèses, la cour d'assises qui a ainsi condamné cette personne, la cour d'assises peut prévoir la possibilité du prononcé d'une mesure de placement dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté une fois que cette personne aura effectué sa peine. Alors, remarquez bien ici une chose importante. Cette décision de placement peut donc aboutir à ce que la personne qui a été condamnée et qui a accompli sa peine continue à être privée de liberté, et cela en fonction seulement de sa dangerosité potentielle, et sans aucune limite dans le temps, parce que cette mesure, elle est prise pour 1 an, mais elle peut être renouvelée autant de fois que nécessaire. En l'occurrence, eh bien, la décision en la matière de placer la personne dans ce centre et de la laisser, décision qui va être prise chaque année, cette décision, elle va être prise à chaque fois par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, laquelle est composée d'un président de chambre et de 2 conseillers de la cour d'appel, qui sont désignés par le premier président de la cour d'appel pour une durée de 3 ans. Et nous en avons ainsi terminé avec les juridictions pénales. En les étudiant, nous avons vu qu'elles présentent de nombreux liens avec les juridictions civiles. Parfois, il y a identité de structure. Le tribunal de police et le tribunal d'instance,
le tribunal correctionnel et le tribunal de grande instance. À chaque fois, il s'agit de deux facettes de la même juridiction. Parfois, on trouve des identités de personnel. Le juge de l'application des peines, le juge des enfants, le juge d'instruction, ce sont des magistrats issus du tribunal de grande instance. Ce sont là des applications du principe de l'unité des juridictions civiles et pénales. Et nous allons voir maintenant ce qui est sans doute la manifestation la plus importante de ce principe. La manifestation la plus importante, elle tient au fait que juridiction civile et juridiction pénale sont soumises à la même Cour suprême, la Cour de cassation que nous allons étudier dans le chapitre suivant.